Corée, la consultation sur la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement en Occitanie. Donc c'est en principe l'avant-dernier séminaire. Donc ce séminaire va porter sur alimentation, système alimentaire et santé. Le prochain, la semaine prochaine, portera sur la place de l'élevage dans les systèmes de production agricole. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir donc deux collègues INRAE, Frédéric Vallée qui est économiste, membre de l'unité Agir à Toulouse, et Hélène Charrière qui est géographe et qui est membre de l'unité Moïsa à Montpellier. Et du côté de la Chambre, François-Xavier Laborde, qui est chef du service valorisation et promotion des produits, pardon, et Marie Largeau, qui est chargée de mission restauration active, filière de proximité, agriculture biologique, également à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Donc je rappelle juste que ces webinaires vont à la consultation Corée, puisqu'il s'agit avec ces séminaires de partager un socle de connaissances commun. Donc c'est vraiment très important comme soutien à tous les échanges que nous avons avec les participants donc à Corée, à la fois du côté des panels et des collèges. On peut dire, on a lancé les rencontres en présentiel et on peut dire que les webinaires sont très cités, notamment par les participants par les participants qui viennent des collèges, donc les représentants des différentes parties prenantes. On peut dire aussi que ces webinaires sont très regardés, donc on a entre 400 et 500 vues pour les plus regardés. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui se sont connectés, à en parler à vos proches. C'est vraiment une ressource qui est intéressante, qui est évidemment tout à fait fondamentale pour Corae, mais au-delà, en fait, pour s'informer sur les différentes dimensions de ces activités, donc agriculture, alimentation et environnement en Occitanie. Donc je remercie à nouveau nos intervenants. Chaque fois, c'est un véritable défi, en fait, d'exprimer donc là, ça va être 15 minutes, puisqu'il y a 3 interventions, donc en 15 minutes, des sujets en fait, dont on pourrait parler pendant des heures, évidemment. Donc là, on va avoir une première présentation par Frédéric Vallée sur la notion de système alimentaire. C'est vraiment important, effectivement, de comprendre ce qu'est cette notion, et puis de voir les caractéristiques des systèmes alimentaires en Occitanie. Ensuite, Hélène Charrière va nous parler des relations entre alimentation et santé. Alors, dans une perspective qui est une perspective de la géographie de l'alimentation, en particulier avec la notion de environnement alimentaire. Donc, je vous laisse découvrir effectivement le contenu. Et puis ensuite, nous aurons une intervention de François-Xavier Laborde et de Marie Largeau, qui vont faire, et c'est un véritable défi également, faire un tour des initiatives qui sont prises par les agriculteurs en soutien ou non de la Chambre, enfin avec le soutien ou non de la Chambre régionale d'agriculture, visant à mieux valoriser les produits et à rapprocher les producteurs et les consommateurs. Voilà, de façon effectivement à avoir une économie qui produit plus de valeur et qui est plus résiliente, et avec un souci de reterritorialisation. Je vais y arriver. Voilà, donc sans plus attendre, donc, je vous propose qu'on passe à la première présentation. Donc la règle qui est très dure, c'est 15 minutes. Donc, je me permettrai quelques minutes avant la fin de réapparaître à l'écran, et puis ensuite de vous faire des signes, soit visuels, soit peut-être sonores. Voilà. Et puis, je propose qu'on enchaîne les présentations. Il n'y aura pas trop d'effet de tunnel parce qu'on a une diversité d'intervenants, donc ça c'est pas mal. Et de façon à ce qu'on garde un peu de temps pour des échanges, sachant que
en fait, on vous a expliqué déjà, pour ceux qui ont déjà fréquenté cette application, que vous pouvez déposer donc des messages sur le chat, hein. Vous y accédez, je pense, oui, voilà, en cliquant sur l'icône discussion publique qui est en haut à gauche de votre écran. Voilà, donc sans plus attendre, je te passe la parole, Frédéric. Merci pour l'invitation. Alors, j'ai choisi de titrer cette intervention le système alimentaire d'Occitanie face à un quadruple défi. Alors, pourquoi un quadruple défi? Parce qu'en fait, la structure aujourd'hui du système alimentaire est confrontée à la nécessité d'évolution, de transformation, et que ça passe à la fois par la capacité à aller vers une plus grande résilience du système alimentaire régional, mais aussi à s'appuyer sur tout un tas d'éléments qui sont structurants pour ce système, notamment le soutien aux systèmes alternatifs qui sont porteurs d'innovation, à la nécessité d'outiller la reterritorialisation des filières à travers notamment les outils de transformation, et puis enfin à la nécessité d'obtenir un appui efficace de l'intervention publique, notamment à travers les circuits courts, les PAT. Alors, quand on parle de système alimentaire, souvent on fait référence à la définition de Malassi, qui définit le système alimentaire comme la façon dont les femmes et les hommes s'organisent dans le temps et dans l'espace pour produire, distribuer et consommer leur nourriture. Il précise qu'en fait, ces activités sont coordonnées entre elles. Alors, je vous ai mis ici une représentation de la complexité de ces systèmes qui représentent à la fois des activités de production, mais aussi de transformation, de distribution, le rôle bien évidemment des consommateurs, mais aussi les flux qui vont lier ces différentes composantes, à la fois des flux de matière, des flux monétaires, des flux d'informations. Et donc, c'est tout cet ensemble qui convient de faire fonctionner de manière cohérente et satisfaisante. Alors, c'est d'autant plus difficile qu'en fait, aujourd'hui, on a une grande diversité, hein, on a une hétérogénéité des modèles agricoles, des formes d'agriculture, et donc, un des enjeux, c'est la coexistence de l'ensemble de ces modèles, hein, qui va de l'agriculture intensive à la permaculture, en passant par toutes les productions sous label, et puis au niveau de la distribution, ben, ça va des circuits courts à la grande distribution. Concernant les modèles alimentaires, c'est le développement de la restauration rapide, puis la tradition gastronomique française, mais aussi tous les enjeux autour de la gestion de la précarité alimentaire, par exemple. Donc tout ça, ça doit fonctionner ensemble, et c'est ça l'enjeu. Alors, le problème, c'est que le modèle actuel, il n'est pas performant, c'est assez souvent rappelé, et qu'il est porteur d'un certain nombre de coûts, de ce qu'on appelle les coûts cachés. Alors, ce sont à la fois des coûts en ce qui concerne les problématiques liées à la santé, notamment liées à la malbouffe, mais aussi ce sont des coûts environnementaux, par exemple liés aux émissions de gaz à effet de serre et aux pollutions. Donc, les estimations évalue en fait les coûts cachés à 100 milliards d'euros pour la France, c'est-à-dire qu'on serait amené, si on intégrait ces coûts, à payer 2 fois le prix de notre alimentation. Et si on regarde à l'échelle mondiale la pertinence du système alimentaire actuel par rapport aux limites planétaires, eh bien, on peut considérer que le système alimentaire actuel ne peut nourrir que 3,4 milliards d'individus sans dépasser ces limites planétaires. Donc, il y a vraiment nécessité de le repenser et de le transformer en profondeur. Alors une autre limite de système, finalement, c'est le déséquilibre dont il est porteur. Avec ici, je vous ai mis le fameux entonnoir, hein, où on a aujourd'hui à peu près 389 000 exploitations agricoles qui produisent pour environ 300 grandes entreprises de transformation, et puis un consortium très réduit de 6 grandes centrales d'achat qu'on connaît tous, hein, les Leclerc, Carrefour, Auchan, etc. Et ces opérateurs
qui sont en fin de chaîne ont un pouvoir de marché extrêmement important, non seulement pour fixer les prix et les marges, mais aussi pour décider des cahiers des charges, de ce qu'on met en rayon, etc. Et donc, ce déséquilibre, finalement, il est aussi fédérateur d'opposition par rapport au mode de fonctionnement actuel et la nécessité d'aller chercher quelque chose qui soit une alternative. Alors, ce qu'on constate, en fait, c'est un phénomène de distanciation qui est multidimensionnel entre les agriculteurs et les consommateurs. Distanciation à la fois géographique, avec de plus en plus un décalage entre les lieux de production et les lieux de consommation, mais aussi une distanciation économique, avec un nombre très important d'intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs, distanciation cognitive, avec une perte de contact entre les activités, le monde urbain et le monde rural, et puis enfin une distanciation politique, avec une méconnaissance parfois des enjeux qui sont liés aux contraintes de l'agriculture. Alors pour pallier ces problèmes, a émergé la notion de système alimentaire territorialisé, souvent pensé comme une alternative à la mondialisation et une voie de relocalisation de l'agriculture, en s'inspirant souvent également des principes de l'agroécologie. Et donc, on a tout un tas de réflexions qui ont vu le jour autour de la notion de bassin alimentaire, par exemple, pour essayer de mesurer le potentiel d'autonomie d'un territoire, le potentiel nourricier d'un territoire et la dépendance aux importations, des notions comme système alimentaire ville-région qui réinterroge les rapports de la ville à son approvisionnement, des notions également autour de l'idée qu'il pourrait y avoir un métabolisme territorial qui va analyser les flux entrants, sortants, mais aussi les flux internes au territoire. Et à côté de ça, l'idée que finalement, il peut y avoir un piège du local, le local ne pouvant être considéré en soi comme une valeur ni morale, ni environnementale, ni une garantie de qualité des produits. Alors, une fois qu'on a dit ça, l'idée c'est d'appliquer un peu ces réflexions au cas de la région Occitanie. Et là, je me suis basé sur une étude de l'ADEME et du cabinet BASIQ qui a essayé de mesurer finalement l'autonomie alimentaire de la région Occitanie. Alors, que montre cette étude? Elle montre principalement une structure de l'offre alimentaire qui est globalement peu tournée vers la demande régionale, avec une partie de ce qui est produit régionalement qui est destiné à l'extérieur de la région. À côté de ça, une production agricole et une transformation alimentaire qui sont malgré tout diversifiées à l'échelle de la région, avec des sous-zones qui sont spécialisées. Des surfaces agricoles qui sont en recul pour les grandes cultures régionales, comme les céréales et la viticulture. Par contre, des atouts autour, par exemple, d'un maillage territorial important d'industrie agroalimentaire de taille moyenne et très diversifiée, mais malgré tout, une efficacité économique qui ne permet pas des hauts niveaux en ce qui concerne les revenus des agriculteurs, et des problématiques liées aussi à la dégradation des sols, de l'eau, des problématiques d'accès au foncier, et puis de plus en plus des questionnements autour de l'adaptation, des capacités d'adaptation de ce modèle face au changement climatique. Alors, ce rapport met également en évidence un point central autour du potentiel nourricier de la région. Et le principal résultat, c'est que le potentiel nourricier de la région Occitanie est de 125%. C'est-à-dire que quand on compare les besoins en surface à population constante et à régime alimentaire actuel, eh bien, on a une potentialité de production de 125%. Mais ce potentiel nourricier, il est malgré tout assez différent en fonction des types de cultures et en fonction des sous-zones de la région. Par exemple, on a un potentiel nourricier de plus de 200% sur les céréales et de plus de 100% sur les fruits, mais on est en retrait sur l'élevage et sur les légumes. Alors,
Même chose en ce qui concerne les capacités de transformation selon les filières. Ici, on a un certain nombre de filières pour lesquelles on a une surcapacité de transformation, par exemple sur les fruits, sur les produits laitiers ou sur la viande. C'est lié en fait à la présence de grands opérateurs, hein, que sont par exemple Andros, Nutribio, Bigard. À contrario, on a des sous-capacités de transformation dans un certain nombre de filières, par exemple sur les fromages, le lait, la meunerie également, qui sont des secteurs déficitaires. Et puis en ce qui concerne les pommes de terre et le sucre et les produits amylacés, eh bien finalement on n'a quasiment pas de capacité de transformation en région, et donc on est extrêmement dépendant de capacité de transformation hors région. Alors face à ça, finalement, on est dans une situation de recherche, hein, de potentialité de renforcement de la souveraineté alimentaire et de régionalisation du système alimentaire. Et on peut s'appuyer en fait sur un fort dynamisme des systèmes alternatifs, et notamment en ce qui concerne les circuits courts, que ce soit sur les formes anciennes de circuits courts comme la vente à la ferme ou les marchés de plein vent, ou des formes plus nouvelles, par exemple sur les magasins de producteurs. Ben, on constate que la région Occitanie est extrêmement dynamique. Les données qu'on a pu collecter montrent que 28% des exploitations agricoles régionales font du circuit court, et que ce chiffre monte à 61% pour les exploitations en agriculture biologique. 53% de ces exploitations combinent plusieurs modes de commercialisation. Et puis d'autres chiffres qui montrent ce dynamisme, par exemple le nombre des AMAP en Occitanie, autour de 240-250, de nombreux magasins de producteurs également qui ont vu le jour. Et ces circuits courts représentent dans les dépenses alimentaires des ménages environ 14 à 15%, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. Alors ces circuits courts, on a essayé de mesurer en fait leur performance. On a un article qu'on a publié l'an dernier où on a capitalisé un certain nombre de travaux qui avaient été faits par nous et par d'autres depuis un peu plus d'une dizaine d'années. On a montré que finalement les exploitations qui étaient en circuit court étaient relativement performantes, notamment avec des résultats économiques positifs, même si c'était extrêmement diversifié d'un cas à l'autre. Le fait que les petites fermes étaient performantes, parfois aussi performantes que les plus grosses, une contribution positive également à l'économie territoriale, et qui dépendait aussi assez étroitement de facteurs territoriaux, hein, de profils territoriaux sur lesquels ces exploitations étaient installées. Un apport régulier de trésorerie aussi pour les exploitants agricoles, qui est favorable au changement de pratiques, notamment vers des pratiques plus durables, plus agroécologiques. Ça a été aussi, on a aussi montré une capacité de ces fermes à endiguer l'inflation alimentaire par rapport à la période d'inflation qu'on a vécue dernièrement. Et l'idée aussi, c'est que les règles formelles et informelles qui guident en fait leur action sont favorables à l'écologisation des pratiques. Alors, le problème, la limite, finalement, c'est que ces circuits courts sont assez peu présents, et notamment avec peu de contact avec la grande distribution, hein, puisque le local ne représente que 5 à 15% du chiffre d'affaires de la grande distribution, et l'offre du circuit court entre 2 et 5% pour ce type de mise en marché. Alors, ces circuits courts sont confrontés à 5 défis. Donc, faire face à l'érosion du pouvoir d'achat des ménages, la nécessité de résoudre des problématiques logistiques, la nécessité d'apporter des réponses à la surcharge de travail, informer le consommateur sur le vrai local, et puis aussi s'adapter aux exigences de la restauration collective. Donc, des défis assez importants pour ce type de modèle. Alors, il reste 2 minutes. Un autre levier important, il me reste 3 diapos. Un autre levier important, c'est les outils de transformation qui sont présents en région. Alors là, j'ai pris 3 exemples. La question des abattoirs, qui sont vraiment souvent des outils importants pour capter la valeur ajoutée sur le territoire
et permettre donc la création de valeur pour les exploitations. Alors, de ce point de vue, la situation est relativement fragile avec une érosion du parc, une baisse structurelle des volumes qui sont proposés, une fragilité économique de ces structures, mais à contrario, une modernisation, notamment dans le sens d'une plus grande, pour aller vers plus de durabilité des modèles, et des nouvelles stratégies de transformation, notamment avec une meilleure valorisation des circuits courts. Les ateliers de transformation eux, présentent un parc relativement dense et diversifié à l'échelle régionale, et un parc qui a tendance, lui également, à se moderniser, par exemple à travers la mise en place de CUMA de transformation. Puis enfin, un modèle qu'on voit de plus en plus sur les territoires, que sont les légumeries. Et là, les travaux qu'on a menés dans l'équipe montrent une grande diversification de l'offre, enfin, une diversité des modèles, une diversification de l'offre de services, et finalement la possibilité de fournir un service de proximité relativement intéressant, notamment pour les cantines scolaires, mais malgré tout un modèle qui pose des questions en termes de précarité du modèle économique qui est proposé pour ces structures. Alors, dernier défi que je vous propose, c'est la nécessité d'assurer une cohérence des dispositifs d'intervention publique. Alors, depuis plusieurs années, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on a notamment vu émerger les PAT, les projets alimentaires territoriaux. De ce point de vue, la région Occitanie est extrêmement bien dotée. C'est la première région française avec 65 PAT, donc, qui ont été signés, avec des configurations variées. Beaucoup sont portés par les intercommunalités, mais on a aussi 7 PAT départementaux. Une grande diversité de thématiques qui sont portées par ces PAT, restauration collective, santé, environnement, développement économique, soutien aux filières, patrimoine, etc. Et ces PAT sont des vecteurs qui permettent une mise en cohérence des démarches locales, qui favorisent l'émergence de projets innovants et la coopération entre acteurs, et enfin qui sont des vecteurs aussi de renforcement du lien entre les métropoles et les territoires ruraux, notamment via la mise en place de contrats de réciprocité entre Toulouse, Montpellier et les territoires plus ruraux. Je terminerai par l'idée que ces dispositifs doivent confirmer leur impact, puisque les quelques analyses qui ont commencé à être menées montrent une hétérogénéité des résultats, avec parfois un impact encore limité sur l'évolution des pratiques agricoles, une bonne articulation avec certains dispositifs d'action publique comme les PCAET, mais plus modestes en matière de santé, avec les contrats locaux de santé par exemple, une meilleure légitimité de l'intervention des collectivités locales en matière de foncier agricole et d'installation, mais par contre un enjeu de changement d'échelle de ces modèles, puisqu'ils peinent un peu à impliquer les gros opérateurs dans les projets alimentaires territoriaux. Enfin, la nécessité de mieux articuler la loi Egalim et les stratégies de PAT au niveau local, et un enjeu également de lutte contre la précarité alimentaire via la possibilité de soutenir les caisses alimentaires locales qui se mettent en place. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric pour ce panorama très complet qui montre bien la richesse effectivement de ce qui se passe en Occitanie, qui montre bien les freins, les limites, également qui donne des indications sur les leviers. Donc on va passer sans attendre à la présentation d'Hélène Charrière. Donc est-ce qu'on peut mettre sa présentation à l'écran? Ouais, c'est bon. Donc Hélène, c'est à toi. Merci. Et donc pour changer, oui d'accord, très bien. Donc merci pour cette invitation et merci d'être présent ce soir. Donc dans un premier temps, je vais vous parler alimentation et santé très rapidement, et ensuite je viendrai sur la thématique de pourquoi les géographes s'intéressent aux questions des comportements alimentaires et notamment de l'accès à une alimentation saine et durable, notamment au travers des paysages ou des environnements alimentaires. Et enfin, comment agir, c'est en fait quels sont les leviers
qui sont disponibles notamment pour les villes ou les métropoles dans un objectif de santé et de durabilité. Donc, très rapidement, dans cette diapositive que j'emprunte à Julia Baudry, qui est aussi chercheur à INRAE, cette diapositive a l'objectif de résumer les enjeux et les impacts des systèmes alimentaires que vient de nous décrire Frédéric sur la santé d'une part de la planète, mais également sur la santé humaine. Donc, des régimes aujourd'hui, dans le cadre d'une transition des systèmes alimentaires, on est plutôt dans des régimes alimentaires qui sont dits modernes, c'est-à-dire riches en lipides, en sucre, en sel, et à contrario plutôt pauvres en produits végétaux, notamment des fruits et légumes. Avec donc ces régimes qui ont des conséquences à court, moyen et long terme, d'une part sur la planète avec la déforestation, la dégradation des sols, des ressources en eau, la chute de la biodiversité et plus largement le changement climatique, et qui ont des conséquences aussi, ces régimes, sur la santé, notamment au travers des maladies chroniques, avec une forte augmentation des cas de diabète. L'alimentation est le troisième facteur de risque, je vais y revenir juste après, des cancers et des maladies cardiovasculaires. Et puis toujours ce double fardeau avec presque 40% de la population mondiale en situation de surpoids ou d'obésité, et en parallèle, plus de 800 millions de personnes qui souffraient de la faim dans le monde en 2021. Donc, si on zoome maintenant sur la France et sur les principaux facteurs de risque en France des maladies chroniques, qui sont en fait la première cause de morbidité et de mortalité dans le monde, mais également en France, on voit ici que l'alimentation est le troisième facteur de risque, juste après le tabac et une pression artérielle élevée en termes de mortalité. C'est ce qui vous est présenté dans l'axe en dessous des abscisses. Donc, ce facteur de risque de l'alimentation, on voit qu'il impacte notamment les cancers en bleu foncé, mais également c'est un facteur de risque de mortalité dans le cadre des maladies cardiovasculaires en bleu et du diabète en violet. Donc, un facteur de risque majeur sur lequel il serait, en tout cas, on cherche à agir. Donc, une fois ce constat posé, des liens entre alimentation et santé, même si je suis allée très rapidement, il y a quand même de nombreux travaux d'épidémiologistes qui démontrent ces relations. On peut s'interroger sur le fait de qu'est-ce que vient faire la géographie dans l'analyse de ces relations et qu'est-ce qu'elle peut apporter à la compréhension des comportements alimentaires et de comment modifier ou en tout cas contribuer à des comportements alimentaires plus favorables pour la santé. Donc, on sait aujourd'hui que ces comportements alimentaires, ce n'est pas uniquement une question de choix individuel, mais qui vont être influencés par de multiples facteurs qui vous sont ici représentés dans la diapositive, et notamment des facteurs liés aux caractéristiques des lieux où on vit. Et ce où on vit, c'est vraiment cette question des géographes qui inclut l'environnement alimentaire, mais également l'environnement urbain, rural. Quand je dis urbain, c'est l'ensemble des environnements. Et parmi ces caractéristiques de l'environnement alimentaire, un grand nombre d'entre eux sont modifiables. C'est pour ça qu'on s'y intéresse, parce qu'on sait qu'on peut potentiellement agir dessus et les modifier, alors que sur des facteurs individuels comme par exemple l'âge, on ne peut rien faire, on vieillit tous et on n'a pas encore trouvé le moyen de ne pas vieillir. Donc, comprendre les relations entre paysage et comportement alimentaire permettrait d'une part de mieux orienter les politiques de santé publique, mais aussi d'agir sur des politiques d'aménagement du territoire pour un meilleur accès pour toutes et tous à une offre alimentaire plus saine et si pour tous, c'est que ces interrogations, elles ont lieu, en tout cas ces questions aussi d'inégalité d'accès dans un contexte, et ça a été aussi énoncé juste avant, d'inflation de l'alimentation qui existe depuis les années 90, mais qui a très largement augmenté depuis 2020. Donc, on est vraiment dans ce contexte d'inflation, notamment des produits alimentaires, et qui influence ces questions d'inégalité.
Donc, l'enjeu, c'est d'analyser et de mieux comprendre ces relations ou ces interrelations entre environnement alimentaire et comportement alimentaire. L'environnement alimentaire étant défini comme la localisation et le type des lieux d'approvisionnement des habitants et des habitantes, l'organisation de ces lieux d'approvisionnement, la disponibilité, la qualité et bien sûr le prix des produits. Donc là, il y a beaucoup de travaux dans la littérature scientifique qui ont analysé ces relations. Mais en fait, les résultats restent très inconsistants, c'est-à-dire que des fois, on voit une influence de l'environnement alimentaire, des fois pas du tout. Et surtout, c'est des travaux qui sont principalement menés dans des contextes nord-américains, qui n'ont rien à voir avec les contextes français. Donc, il y a de plus en plus d'études qui sont menées en Europe. Il y en a quelques-unes en France, mais en fait, en France, elles restent assez rares. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'une de ces études, l'étude de Montpanier, qui a été réalisée au sein de l'UMR Moïsa, coordonnée par Caroline Méjean, qui est aussi directrice de recherche INRAE, dans le cadre du projet Foodscape, porté par Nicolas Poicas, et qui a permis d'analyser ces relations entre un environnement alimentaire et des comportements, notamment des comportements d'achat, dans la métropole de Montpellier. Et donc, normalement, mais là, je ne sais pas si ça s'affiche ou pas, mais vous aviez aussi une photo du SOWAT qui correspond à ces travaux, enfin d'un des SOWAT, qui est disponible en fait sur le site de la chaire UNESCO Alimentation du Monde en accès libre, et donc que vous pourrez aller regarder, par exemple, après ce webinaire. Donc, dans cette étude Montpanier, qui a été réalisée donc en Occitanie, dans la métropole de Montpellier, des participants qui vivent dans la métropole ont répondu à un questionnaire en ligne qui permettait de connaître les caractéristiques sociodémographiques, leur perception de l'environnement alimentaire, et on avait aussi demandé l'adresse du domicile et des principaux lieux d'activité. Et vous allez voir que ça a du sens après, notamment pour estimer une exposition à un environnement alimentaire. Et puis, ces participants ont rempli des carnets d'approvisionnement alimentaire, c'est-à-dire qu'ils ont noté tout ce qu'ils achetaient en termes de produits et qui passaient la porte du domicile. Et on a aussi collecté les tickets de caisse pendant un mois pour identifier, par exemple, les lieux d'achat alimentaire. Et puis, on avait aussi des infos sur les modes de transport. Donc ça permet de créer des indicateurs à partir de cette collecte qui correspond à un mois d'approvisionnement. Et les deux études que je vais vous montrer ont été faites sur 462 ménages qui résident dans la métropole. Et donc, on a estimé d'une part, et je vais y revenir ensuite, la qualité nutritionnelle des paniers alimentaires, des achats, et d'autre part, la part des dépenses en alimentation bio de ces ménages. Et dans un deuxième temps, c'est ce qui vous est représenté à gauche de la diapositive, c'est la géolocalisation de toute l'offre alimentaire disponible dans la métropole de Montpellier. Donc, dans un premier temps, à partir des adresses des domiciles et des lieux d'activité déclarés par les ménages qui ont participé à l'étude, il a été possible de définir l'exposition des ménages à leur environnement alimentaire, donc à toute l'offre disponible autour de leur lieu de domicile, mais aussi autour de leur espace, en tout cas dans le cadre de leur espace d'activité, qui comprend d'une part le domicile, mais aussi les lieux d'activité principaux qui sont déclarés par les participants et lors de leur trajet. Et ça, c'est une vraie originalité du projet parce qu'en fait, dans la littérature internationale, on prend en compte généralement que le lieu de domicile, en faisant l'hypothèse que les gens s'approvisionnent que autour de leur lieu de domicile, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Donc, dans un premier temps, on va regarder la qualité nutritionnelle des achats déclarés par ces ménages en fonction des caractéristiques là uniquement individuelles, c'est-à-dire qu'on ne tient pas encore compte de l'environnement alimentaire. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est qu'à l'échelle individuelle, les ménages sans enfants, plus âgés ou à haut revenu ont effectivement une qualité nutritionnelle, une meilleure qualité nutritionnelle des achats. Ensuite, on ajuste sur les caractéristiques individuelles, c'est-à-dire qu'on regarde toutes choses égales par ailleurs, l'influence de l'environnement alimentaire. Et l'étude montre que les ménages qui ont une meilleure qualité nutritionnelle, des paniers, des achats en tout cas, c'est quand ils ont un primeur qui est proche de leur lieu de domicile ou de leur lieu d'activité. Et ça, c'est une relation qu'on trouve qu'avec les primeurs. On a regardé avec d'autres types de commerces, mais elle est mise en évidence dans l'étude, en tout cas,
qu'avec les primeurs. Ensuite, on fait la même chose, mais cette fois-ci avec la part des dépenses en bio. Donc, à partir de notre échantillon de 462 ménages, on a 3 groupes de ménages, faibles dépenses, moyennes dépenses et dépenses plus élevées. On regarde en fonction des caractéristiques socio-démographiques et on voit que les ménages qui ont une part de dépenses plus élevée sont ceux qui ont des niveaux d'études ou des niveaux de revenus qui sont effectivement plus élevés que les autres ménages. On rajoute cette fois-ci encore une fois l'environnement alimentaire, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs. On ajuste sur les caractéristiques individuelles et on regarde l'exposition à l'environnement alimentaire. Et on voit que les analyses montrent des associations positives entre le nombre de commerces bio autour du domicile et dans l'espace d'activité, avec la proximité des épiceries bio et la perception des commerces bio, et la part de dépenses en bio qui est ici avec une relation positive, donc plus importante. Donc, ce qui confirme pour, en tout cas, la part de dépenses en alimentation bio dans notre échantillon d'analyse dans la métropole de Montpellier, une relation avec les caractéristiques de l'environnement alimentaire, ce qui encourage à transformer ou en tout cas à agir sur cet environnement alimentaire. Par contre, on n'a pas trouvé de relation avec les commerces conventionnels, en tout cas pour cette part de dépenses en bio, donc c'est lié certainement à d'autres facteurs. Donc ça interroge notamment pour quand on cherche à modifier ces environnements, les coévolutions, parce que les villes, elles changent, et donc on va chercher à regarder comment la transformation d'environnement alimentaire peut influencer les transformations de comportements alimentaires. Donc ça, c'est un projet en cours à Montpellier. C'est le projet Montbalim, qui est porté par Simon Gontron, qui est aussi chercheur en géographie à INRAE, où en fonction des nouvelles lignes de tram et de bus-tram qui existent à Montpellier, l'objectif, c'est de regarder comment ces nouvelles lignes de transport peuvent contribuer à modifier des environnements alimentaires et donc potentiellement des comportements. Donc, l'ensemble de ces projets s'appuie, on a aussi un projet à Paris, le projet Urba Santé, et l'ensemble de ces projets, au-delà de l'aspect scientifique, en fait, ils ont une particularité, c'est que les villes ou les métropoles sont partenaires des consortiums et donc nourrissent d'une part les réflexions qu'on mène dans la recherche, mais aussi les chercheurs nourrissent les réflexions avec les acteurs de terrain et les villes. Donc là, il y a une vraie co-construction des enjeux. En fait. Pourquoi ? Parce que les villes, elles disposent de leviers qu'elles peuvent actionner pour accompagner, et c'est ce que j'ai mis sur cette diapositive, et c'est sur ça que je terminerai, pour accompagner les transformations de l'offre alimentaire vers plus de durabilité et de santé. Je prends ici l'exemple de la métropole de Montpellier, parce qu'il y en a d'autres, mais c'est celle que je connais, c'est celui que je connais le mieux. Donc, dans la métropole de Montpellier, il y a un écosystème qui a été développé en s'appuyant d'une part sur une politique agricole et alimentaire, sur Terrasol, et puis sur des liens forts avec la recherche, qui ont permis de proposer une stratégie de transformation des paysages alimentaires de la métropole de Montpellier. Cette stratégie, elle a été votée en octobre 2025. Elle correspond à 4 grands axes. Alors, je n'ai pas le temps de détailler tous les axes. Je vais juste m'arrêter un petit peu sur le premier, qui est justement, et c'est ce que je vous racontais avant, d'assurer un maillage territorial de points de vente et de distribution d'une alimentation durable. Ça peut se concrétiser au travers de la création de maisons de l'alimentation solidaire. C'est le cas à Montpellier. Il y en a bientôt 4, puisque la 4e va être bientôt ouverte. Ça peut être au travers de chartes, c'est mieux, des marchés. Il y en a une, par exemple, à Murviel-les-Montpellier. Et puis, ça peut être au travers d'un droit de préemption commerciale que peuvent mobiliser les collectivités pour acquérir des baux, par exemple, et préserver le commerce, notamment alimentaire. Alors, ce droit de préemption commerciale, il s'avère complexe à mettre en œuvre. Les règles publiques des marges d'expérimentation sur ces environnements alimentaires et des marges de négociation. Donc justement, c'est un petit travail qu'on a mené avec la ville, avec la métropole de Montpellier, qui fait l'objet actuellement d'un article en cours de rédaction et qui sera aussi proposé comme un SOAT dans le cadre de la chaire alimentation du monde et donc accessible sur Internet d'ici peu de temps pour réfléchir autour de ce droit de préemption commerciale.
Et donc, je finirai sur ces assises, sur les assises territoriales de l'agroécologie et de l'alimentation. Je ne sais pas si c'est des assises qui sont connues au sein de ce groupe de discussion, mais c'est très intéressant. Ça a lieu tous les 2 ans. Il y a 2 ans, c'était à Montpellier. Et j'ai beaucoup appris parce qu'en fait, c'est vraiment des lieux d'échange et de partage d'expériences des collectivités, notamment des collectivités territoriales, mais pas que. Et donc, les prochaines ont lieu à Dijon en septembre 2026. Et donc, je vous encourage à vous intéresser à ces assises territoriales qui auront lieu bientôt. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène. Merci, je pense, c'était vraiment très important de montrer les liens alimentation-santé. Hein. Donc, même si on n'a pas passé beaucoup de temps, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de travaux là-dessus qui soutiennent une forte relation et c'est vraiment impressionnant. Et puis, cette notion d'environnement alimentaire, elle permet effectivement de ne pas faire tout reposer sur les individus, en fait, concernant les comportements, mais de montrer qu'il y a des effets structurels, effectivement, et des effets structurels sur lesquels on peut agir. Et donc, le rôle croissant des villes, des métropoles, pour effectivement intervenir sur les systèmes alimentaires, tu es très bien illustré par les travaux que vous faites à Montpellier. Donc, merci. Donc, on va passer maintenant à l'exposé de François-Xavier et de Marie. Voilà, donc il est à l'écran. Donc, je ne vois pas François-Xavier et Marie. Voilà. Bien. À vous. Merci et donc bonsoir à tout le monde et merci de participer à cet échange. Donc nous on se propose avec Marie à 2 voix après ces deux présentations d'illustrer des initiatives qui visent à faciliter les relations entre les agriculteurs et les consommateurs en essayant d'appréhender deux exemples concrets qui sont portés et accompagnés par le réseau des chambres, mais toujours à l'initiative des agriculteurs au départ, de par la structuration des chambres d'une part, mais aussi par rapport au principe de gouvernance de ces différentes initiatives. Juste avant de passer au niveau de ces exemples, faire un petit rappel du contexte des exploitations en agriculture. Il y a déjà des sujets qui ont été abordés, mais il nous semblait important de recontextualiser un petit peu à l'échelle de la région Occitanie ce que représente l'agriculture sur cette région, qui est une grande région de 13 départements, extrêmement diversifiée. Donc aujourd'hui, c'est la première région agricole française en termes d'exploitation, donc ça représente tout à fait 65 000 exploitations, ce qui représente 15% des exploitations à l'échelle nationale. Comme je vous le disais, sur les 13 départements, il y a énormément d'hétérogénéité géologique et de climat, ce qui fait qu'il y a beaucoup de productions, voire quasiment toutes les productions qu'on peut retrouver en agriculture sur l'ensemble de ce territoire-là. Énormément de diversité. Le type d'exploitation, ce sont des exploitations de petite taille, maximum 50 hectares en moyenne. Quand on le compare au national, qui est à 65, on voit bien déjà l'écart qu'il peut y avoir. Mais au-delà de ça, le territoire est pour grande partie en zone dite défavorisée, donc soit des zones de piémont ou de montagne, soit des zones de coteaux qui sont défavorisées d'un point de vue de la production agricole. Donc ce contexte-là engendre et a engendré un certain nombre de positionnement et d'orientation de l'agriculture. Donc, en termes d'exploitation, il y a 15% qui pratiquent une activité de diversification. Donc, on est toujours dans cette logique de soutenir le revenu agricole et de capter la valeur ajoutée au niveau de l'exploitation pour pouvoir soutenir cette activité, puisqu'au départ, il y a un contexte un petit peu plus défavorable. Il y a 12% des exploitations qui pratiquent une activité de transformation. Donc, comme ça l'a été dit, 28% commercialisent des produits en circuit court. C'est une région qui, au niveau de l'agriculture biologique, a une position
un premier niveau de position en France, avec 21% des exploitations et 19%, donc quasiment 20% de la surface agricole qui est en agriculture biologique. Et pour faire un lien avec les signes officiels de qualité, même si on fera un petit focus juste après, il y a à peu près 38% des exploitations qui commercialisent des produits sous signe officiel de qualité, ce qui le positionne en premier niveau aussi au niveau national. Donc, si on fait un peu plus un focus sur les exploitations, donc sur ce potentiel d'exploitation, il y en a 28% qui vendent en circuit court, comme ça l'a déjà été dit, et 20% en vente directe. Donc, la nuance a déjà été expliquée par Frédéric, vente directe aux consommateurs, circuit court avec un intermédiaire avant la commercialisation. Parmi ces agriculteurs, 9000 exploitations réalisent de l'agritourisme, donc dans un cadre de diversification, donc c'est-à-dire qu'il y a un principe d'accueil à la ferme, avec à peu près 2000 d'entre eux qui sont exclusivement qui se sont spécialisés dans l'hébergement, le loisir ou la restauration, le reste étant de la vente de produits bruts ou transformés directement sur l'exploitation. Donc, ça renforce le fait qu'on a un contexte dans la région où, de par ce principe de défavorisation du principe de production agricole, il y a des leviers qui ont été activés à travers donc la vente directe, vente directe circuit court, pour augmenter la valeur ajoutée des exploitations. Très rapidement, le contexte des exploitations agricoles sur l'angle du revenu agricole. Donc, la moyenne sur les dernières années 2022-2024 nationale est aux alentours de 40 000 euros. Alors, il s'agit d'un revenu avant impôt. Et on voit bien que même si on le découpe Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, il y a une différence qui est très importante. Et donc, on se situe en dessous de la moyenne nationale. Ce qui explique les difficultés que peuvent représenter l'activité agricole actuellement dont vous entendez parler. Et donc, sur l'année 2024, et c'est ce qui explique un petit peu la volatilité qu'il peut y avoir d'une année à l'autre, et le fait de le lisser sur plusieurs années est intéressant. En 2024, c'est une année où il y a eu 2 crises agricoles, et donc où l'impact a été encore plus fort sur le revenu, crise viticole et sur les grandes cultures. Donc, en Occitanie, il y a une particularité au niveau des signes officiels de qualité. Je voulais pas rappeler, mais il s'agit des labels rouges, AOP, agriculture biologique, notamment. Il y a une dynamique particulière qui a été initiée très tôt, en 1992, en créant un institut régional de la qualité alimentaire. Donc, c'est une dynamique volontariste de développer des signes officiels de qualité pour augmenter la qualité des produits, garantir par un cahier des charges et des contrôles le bien fondé de cette qualité, à travers un certain nombre de démarches. Donc, l'Institut régional de la qualité alimentaire a une mission qui est assez générale d'accompagner les filières agricoles et agroalimentaires. Donc, il y a vraiment la notion de structuration en filière qui est très importante, qui sont engagés dans ces démarches en accompagnant la structuration de la démarche collective, en défendant et en protégeant les produits, en valorisant ce patrimoine régional. C'est une situation un peu unique en France, notamment par rapport à l'approche globale des démarches qualité et le fait qu'il y ait un accompagnement transversal des filières de qualité, ce qui ne se fait pas nécessairement ailleurs. Donc, très rapidement, la photographie, vous voyez la carte, peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de la voir. Il y a à peu près 260 signes officiels de qualité. Alors, c'est une région, nous sommes dans une région fortement viticole, donc il y a une importance capitale au niveau de la viticulture, avec 34 IGP et 59 AOP. On a déjà dit sur l'agriculture biologique, donc pas besoin d'y revenir. En revanche, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'activité, le chiffre d'affaires représente 40%
le chiffre d'affaires de l'activité agricole en Occitanie représente 40% à travers les signes officiels de qualité, ce qui montre l'importance de la démarche et le soutien que ça peut représenter pour les agriculteurs et pour les filières. Très rapidement, même si ça a déjà été évoqué, pour vous redire le rôle de l'alimentation locale de proximité qui est assez essentiel dans notre région, mais qui a un enjeu qui doit être absolument partagé parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a un intérêt qui est croissant pour les citoyens, c'est notable, et d'ailleurs on le voit à travers certaines actions de la grande distribution aussi, à travers la recherche d'une qualité de traçabilité, des préoccupations environnementales et une volonté de soutien à l'économie locale. En revanche, elle représente une opportunité majeure pour améliorer la résilience économique des exploitations. Ça, c'est absolument essentiel, comme j'ai déjà dit auparavant. Mais elle implique qu'il y ait une adaptation organisationnelle, parce que les systèmes aujourd'hui, comme ça l'a été dit par Frédéric, ne sont pas totalement stabilisés, et donc il y a besoin d'accompagner cette dynamique-là et d'accompagner une structuration. Et une précaution à prendre sur la nécessité que le citoyen et le consommateur puissent s'accorder au moment de l'acte d'achat, c'est-à-dire que le soutien à l'agriculture et le soutien à l'achat local est très souvent plébiscité. L'achat, en revanche, parfois est à peine un petit peu en deçà, et c'est ça qui permet de maintenir les activités. Une très rapide photographie qui n'est pas exhaustive de la complexité des acteurs et du nombre d'acteurs qui interviennent au niveau de l'alimentation de proximité, les exploitations, bien évidemment, les grossistes et les transformateurs, sachant que chacun peut être l'un ou l'autre, la restauration commerciale, la restauration collective et les commerces de détail. Et dans ce système-là, les collectivités et l'État qui interviennent de manière positive par leur initiative, comme ça a déjà été dit, et le rôle fondamental des consommateurs par rapport à leur acte d'achat. Pour aller un petit peu plus vite, donc je vous propose de balayer 2 initiatives qui sont portées par des agriculteurs avec une entrée vente directe. Et ensuite, Marie vous parlera de la restauration hors domicile et ce qui peut être fait et le rôle qu'il peut y avoir avec les collectivités. L'exemple d'une démarche qui est portée par le réseau des chambres depuis 1988 pour accompagner et structurer l'activité de vente directe et d'agritourisme qui est portée par les agriculteurs. Donc, c'est un réseau collectif qui accompagne cette démarche-là, soutenu, structuré par les chambres d'agriculture, qui prend des formes très différentes et dont l'objectif est toujours d'apporter des débouchés à ces agriculteurs à travers des événements qui peuvent être départementaux, régionaux, mais aussi des portes ouvertes, pour que cette dynamique puisse être renforcée. Donc, les objectifs sont clairs et assez essentiels. Permettre cette relation directe entre le consommateur et l'agriculteur, notamment par rapport à l'accueil à la ferme, mais pas seulement. Soutenir le revenu des agriculteurs pour capter cette valeur ajoutée sur les exploitations et assurer leur avenir. Et valoriser l'agritourisme par l'accueil et l'hébergement à la ferme. Il reste 3 minutes. Pardon, je suis désolé, j'ai été trop long. Je vous laisse juste parcourir cette diapositive qui vous précise simplement l'impact des donc à peu près 1400 producteurs. Je laisse la parole à Marie. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je vais vous faire un petit focus sur certaines actions. Donc, je vais essayer d'être le plus rapide possible sans omettre d'informations quand même importantes. Juste expliquer que la restauration collective
représente les repas qui sont pris en collectif à l'extérieur, donc on va dire dans des cantines, que l'on soit enfant, adultes dans le cadre des restaurants d'entreprise, dans le secteur médico-social, dans les armées, voilà. Donc ça représente pas que les cantines scolaires. Là sur cette diapo, vous voyez la présentation de 2 lois qui ont eu un impact vraiment très très important et très favorable à l'approvisionnement, à l'amélioration de l'approvisionnement des cantines. Donc la loi Egalim de 2018 qui a été complétée ensuite par la loi climat et résilience, qui font que depuis le 1er janvier 2024, donc toute la restauration collective est soumise à des obligations en matière d'approvisionnement durable et de qualité, d'information auprès du consommateur sur ce qui compose les repas, en termes de diversification des sources de protéines pour améliorer donc les repas et augmenter les repas végétariens, le gaspillage alimentaire, la substitution de plastique et le réemploi. Donc aujourd'hui, dans les cantines, il est donc obligatoire d'apporter 50% d'acheter 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits biologiques. Ces 2 lois, François-Xavier, si tu peux passer à la diapo suivante, ces 2 lois ont permis aux établissements de se poser la question des approvisionnements, de faire un bilan sur leurs achats et de rentrer dans des démarches de progrès. Donc, vous voyez là qu'en 2021, c'est rajouté aussi les labels commerce équitable à ces produits qualité durable, des règles supplémentaires pour la viande et le poisson, et donc les menus végétariens. La loi Egalim, elle est, elle oblige donc les établissements. Non, c'est bien, sur ma cantine. La loi Egalim oblige les établissements à télédéclarer donc leurs achats. Donc sur cette slide, vous voyez la carte de la France avec des données par région ou par département. Donc sur les taux de bio ou les taux de produits qualité et durables. Donc même si tous les établissements ne télédéclarent pas aujourd'hui, vous en voyez en gros, il y a la moitié des établissements qui télédéclarent, on commence quand même à avoir des chiffres qui sont plus ou moins représentatifs. En tout cas, il y a une nette amélioration en termes de télédéclaration. Et donc, même si les objectifs de 50% de produits qualité durable ou 20% de produits bio ne sont pas atteints, on a quand même des chiffres qui sont intéressants au niveau de la région. Et je pense on constate une réflexion de plus en plus prégnante au niveau des établissements sur les approvisionnements et leurs achats en termes de matières premières. Ensuite, juste peut-être préciser que là, on parle beaucoup de reterritorialisation. Dans la loi Egalim, il n'est pas question de reterritorialiser des appros en produits français ou régionaux. Pour autant, c'est quelque chose qui, pour nous, est important. Le dispositif Les fruits à l'école que je vous ai présenté là sur la diapo, vous pourrez avoir plus d'informations sur le site de France Agrimaire. C'est une aide européenne qui, justement, a pour objectif donc de répondre à des recommandations nutritionnelles en finançant des produits sains, on va dire, des fruits et légumes, des produits laitiers nature, du fromage, et en aidant donc financièrement des établissements scolaires donc qui proposent des repas de la maternelle au lycée sur l'achat de ces produits et notamment bio et psycho le midi. Donc c'est un levier intéressant financier pour ces établissements scolaires qui peut les aider donc à mettre en œuvre et à appliquer et respecter la loi Egalim. Au niveau des chambres d'agriculture, on travaille auprès de ces établissements scolaires pour leur présenter le dispositif et les aider à mettre en place ces distributions de produits. Forcément, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de mettre l'accent et de prioriser sur du local et du régional. Donc, vous pouvez voir là quelques chiffres sur 3 établissements qu'on a ciblés l'année dernière. Et vous voyez donc des pourcentages de produits d'origine régionale assez différents.
Mais encore une fois, c'est pas ce que met en avant les fruits à l'école. Et on constate quand même un chiffre très intéressant, c'est qu'on a des établissements scolaires qui, du coup, perçoivent au total 2,8 millions d'euros en Occitanie, et ce qui devient un budget de plus en plus intéressant, et c'est vraiment une solution intéressante à faire connaître auprès de ces établissements scolaires. Autre projet qui concerne cette fois la structuration de l'offre régionale, donc le réseau APRO, qui est donc un réseau commercial qui regroupe des entreprises créées par des agriculteurs, des entreprises qu'on appelle des plateformes de producteurs, donc des plateformes logistiques qui massifient, regroupent des produits, massifient et livrent des clients professionnels. Donc on a des plateformes qui ont plus de 10 ans, par exemple dans l'Ariège ou sur Toulouse, et on a des plateformes qui sont plus récentes. La dernière a été créée sur l'Aude en 2025. Une plateforme de producteurs, donc ce que j'ai expliqué, ce sont des entreprises qui sont créées par des agriculteurs, qui sont aux mains des agriculteurs, qui décident de commercialiser ensemble, de mutualiser une force commerciale et une force logistique pour des clients professionnels de la région, de leur département et parfois de la région, et ainsi propose un service intéressant, c'est-à-dire que le client a un seul interlocuteur et une seule facture. Ça regroupe aujourd'hui plus de 500 producteurs et artisans de la région. Les objectifs d'APRO, c'est bien entendu de garantir une alimentation de proximité et de qualité. Effectivement, les plateformes ont une gamme très très importante de produits bio. Comme on l'a expliqué, l'Occitanie est la première région bio de France, donc c'est normal que ça se retrouve dans la gamme de ces plateformes. Et il y a des plateformes qui ont 60% de produits bio dans leur catalogue, donc dans leurs adhérents et dans leurs fournisseurs. Objectif essentiel, la juste rémunération des producteurs. Donc le prix est défini avec le producteur. C'est la grande différence avec les grossistes classiques. Et donc une marge plus minimisée possible. Et le projet, bien entendu, d'agir durablement sur l'économie locale et les territoires en soutenant la production agricole et l'alimentation de proximité. Donc comment APRO réalise ça? En faisant justement la promotion et en expliquant les valeurs qui sont portées par les plateformes et que je vous ai présentées au début de cette diapo, et en structurant commercialement un réseau de producteurs pour approvisionner l'ensemble de la région. Et donc, pour cela, on est en relation directe avec des acheteurs à envergure régionale. Donc, par exemple, Occitalim, qui est un outil mis en place par le Conseil régional Occitalim pour les lycées, mais qui est maintenant élargi à différentes collectivités. Et également, par exemple, on répond à une demande des maisons du don pour des collations en produits locaux, donc des maisons du don de l'ensemble de la région Occitanie. Voilà, je crois que j'ai terminé. Oui, on va Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, l'heure s'est écoulée, donc on ne va pas entrer dans les discussions. Il y avait dans le chat une question sur l'effet des traités de libre-échange, notamment du Mercosur. Donc, je pense qu'on trouvera d'autres moyens pour y répondre. Hein. Donc, en tout cas, ce que je note, c'est la richesse et la diversité de tout ce qui est fait pour que les agriculteurs puissent s'asseoir à la table de la valeur ajoutée et donc aller plus loin dans le partage de la valeur ajoutée. Pour autant, en fait, l'Occitanie a un revenu agricole moyen qui est très faible. Donc, il y a une forme de paradoxe. Alors, évidemment, on n'a pas le contrefactuel. S'il n'y avait pas tous ces efforts, qu'en serait-il? Sûrement, le revenu serait plus faible. Mais en tout cas, on voit que tout ce qui est fait n'est pas complètement... ne compense pas les handicaps. Je pense que c'est une question qu'il faudra se poser dans les discussions que nous aurons. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très grande capacité d'innovation, hein, donc, et d'initiative portée par l'ensemble des acteurs. Voilà, et donc vos interventions, je pense, ont beaucoup apporté effectivement par rapport à des enjeux de système alimentaire, hein, et je pense que ça va nourrir toutes les discussions que nous aurons. Nils Ferrand demande la parole. Nils, oui, à toi. juste peut-être prendre malgré tout un tout petit peu la dernière question, parce que
On a au moins comme ça une question, Oui. c'est la question des chocs D'accord. multiples et de leur impact sur la coexistence des systèmes et des modèles. Je pense qu'aussi dans les débats émergents sur les questions de souveraineté, Ouais, ça peut ouais. être intéressant que nos collègues nous disent quelques mots là-dessus. Merci. Peut-être Frédéric en premier lieu, peut-être sur. Tu vois la question, donc tu veux que je la Oui, oui, relise, c'est la Frédéric, question ou de Geneviève, Geneviève de Nguyen. Geneviève, ouais. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des réflexions à la fois qui sont liées à la problématique des intrants, notamment le fait que la capacité à pouvoir importer les produits phytosanitaires qui sont nécessaires pour pas mal de modèles de culture aujourd'hui sont entravés notamment par les conflits géopolitiques. Il y a aussi un renchérissement du coût de ces matières qui pose clairement la question de la potentialité de pouvoir s'en passer. Ça, c'est déjà un premier élément. Et puis, la question également de la capacité de pouvoir exporter les produits. Là aussi, qui est remise en question par rapport aux problématiques géopolitiques. Et alors, à côté de ça, les questions climatiques posent d'autres types d'enjeux autour, par exemple, de la capacité à pouvoir assurer une continuité en fait des approvisionnements par rapport à des instabilités climatiques qui fragilisent en fait les modèles globalisés. Donc oui, il y a de ce fait-là, ça interroge les opérateurs autour de la capacité à relocaliser, à réorganiser les flux. Et notamment, c'est une des réflexions à l'œuvre dans le cadre de ce qui est mis en place par le ministère autour des rendez-vous de la souveraineté, qui est depuis la fin d'année 2025. Donc, on peut considérer que ces chocs multiples amènent à des réflexions autour d'une réorganisation de ces filières. Donc c'est plutôt un renforcement que une bifurcation. Alors. Ça aurait plutôt tendance à renforcer, tout à fait, ouais, complètement. Merci. Est-ce que François-Xavier ou Hélène ou Marie veulent réagir là-dessus? Et puis on conclura sur cette réaction. C'est pas une obligation, hein, c'est juste une possibilité de dire un dernier mot. Bon, j'ai l'impression que... Rien de spécial à rajouter. Frédéric a vraiment balayé très largement le sujet par sa réponse. Donc, ok. Bon, mais il me reste à vous remercier à nouveau, vraiment très sincèrement. Voilà, vous avez pris sur un temps à une heure qui est peu... Voilà, qui est peu confortable pour vous, hein, et voilà, donc merci beaucoup. Donc tout cela est enregistré et donc c'est voilà, c'est accessible sur le site Courae, donc qui est sur le site web d'Agropolis International, mais également sur la chaîne YouTube. Enfin voilà, donc il y a une large diffusion. Voilà, donc encore merci et bonne soirée à toutes et à tous. Merci, bonne soirée. merci, bonsoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir.